conseil personnel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur nos antennes de Walfadjri. Après le message à la nation de son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, nous allons sur ce plateau essayer d'éplucher, voire épiloguer un peu sur ce discours annuel de la nation prononcé par le chef de l'État. Sur ce plateau, je suis avec mon confrère Georges Nesta Diop et nous accueillons Monsieur le ministre conseiller personnel du président de la République Benoît Sambou, ancien ministre de l'Agriculture et de la Jeunesse. Monsieur Yankoba Diatara, il est le vice-président du conseil départemental de Thiès. Monsieur Doudou Wade, il était le président du groupe parlementaire libéral et démocrate de l'Assemblée nationale, la 11e législature. Et enfin, maître Amadou Diallo de Amnesty. Bonsoir, monsieur. Alors, je vais laisser le soin à mon confrère Georges Nesta Diop d'ouvrir le débat. Georges, bonsoir. Bonsoir, Ndeye Fatou. Bonsoir à monsieur le ministre. Bonsoir à Yankoba. Bonsoir à Maître Yolo. Bonsoir au président Doudou Wade. Alors, je commencerai d'ailleurs par vous, monsieur le président Doudou. Alors, vous avez entendu donc un discours qui a été déroulé pendant 30 bonnes minutes. Beaucoup de choses ont été dites. Alors, vous ne pouvez pas nous dire peut-être pour l'instant dans le fond, mais qu'est-ce que vous tenez essentiellement de ce que le président vient de dire? Je vous remercie et je voudrais dire bonjour à mes citoyens, maîtres, Diatara et monsieur le ministre conseiller, et à vous-même et aux téléspectateurs de Walfadjri. Et me réjouis de vous dire à cette table pour écouter monsieur le président de la République sur son message de gouvernement. Pendant 30 et quelques minutes de son discours, la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on s'est déconnecté de la limite du temps qu'on nous avait dit assigné à un message de nouvel an qui devait être très court pour en être ici à 30 minutes. On verra pourquoi cela et qu'est-ce qui a fait juger le temps. La seconde, j'ai écouté attentivement le président de la République et j'ai avec moi le discours du 31 décembre 2014. Nous verrons tout à l'heure que c'est une répétition textuelle, pratiquement phrase par phrase, sur un certain nombre de problèmes qui a été avec nous en 2014, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015. La seule chose qu'il a oublié, c'est le classement du Doing Business de la Banque mondiale. Textuel, sans changement. Sur l'UNIDES, on y reviendra tout à l'heure. Mais ensuite, le président s'est détaché de certaines questions qui sont extrêmement importantes et de certaines questions aussi qu'il a duliées dans beaucoup d'autres, citées de 1 à 16 pour nous mettre dans des attentes de la révision constitutionnelle. Donc c'est un fourre-tout qu'il nous a présenté et il faut savoir les disséquer un par un pour savoir où est-ce que ça va nous mener, ce projet de référendum sur la réforme des institutions et non la constitution présentée par les assises. Sur le plan social, le président s'est tue sur des choses extrêmement importantes par rapport à notre pays. Notre pays qui s'est classé parmi les 25 pays les plus où l'indice de développement humain est à son point le plus bas, et le président n'a pas parlé de la justice et des justiciables. La justice et les justiciables où aujourd'hui notre système judiciaire est dans une des situations les plus profondes parce que opposant aujourd'hui les juges, la magistrature et les avocats. Nous sommes dans une situation où le président nous a parlé effectivement de quelques réformes, on y viendra sur les prérogatives de l'Assemblée, sans pour autant dire quels seraient les rapports effectivement sur les nouveaux droits, comme le disait son conseiller, la nouvelle responsabilité, la nouvelle autorité du président de la République sur ses concitoyens. Le président ne nous a pas parlé de la situation de la corruption dans notre pays, tel que l'a dit récemment un vice-président de l'Assemblée nationale. Par conséquent, il me semble, à mon avis, avec du recul, que le président se situe à son premier discours de son régime pour encore faire des promesses. Il a omis aussi de nous dire ces deux réalisations qu'il a faites.
La première, c'est Diamniadio. Et la seconde réalisation très très forte, c'est ce qui a été fait récemment à Tivaouane et qu'il faut saluer. Voilà, en résumé. Et on ira dans le fond pour montrer en tout cas rien n'a bougé dans le papier entre le premier discours qu'il a et le second discours que nous avons entendu. Merci Jovenel. Quand je ferai le tour de la table des hommes politiques, je viens à M. Yankoba Diattara. Après, le président de Douad a un peu insisté sur les omissions du président Macky Sall. Alors vous, quelles sont vos impressions après le premier l'écoute? Merci beaucoup. Je voudrais commencer d'abord par vous remercier de nous avoir invités à ce débat, mais aussi en profiter pour présenter aux Sénégalais et à vous tous nos vœux les meilleurs pour l'année 2016. L'année 2015 n'a pas été trop formant pour les Sénégalais. Et aujourd'hui, ce que nous ressentons dans le discours du chef de l'État, c'est en fait une déconnexion avec la réalité. À entendre Macky Sall, on a l'impression qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vivent les Sénégalais, Macky Sall est dans une... Il se cherche. Il est dans une dynamique de trouver un peu la parade par rapport à ce que vivent les Sénégalais. Nous sommes aujourd'hui, nous tous, dans une situation d'extrême pauvreté. C'est-à-dire que les Sénégalais, ce qu'ils vivent par rapport à ce que Macky Sall dit, il y a un déphasage. C'est comme s'ils ne connaissaient pas en réalité ce que vivent les Sénégalais au quotidien. Il est dans une dynamique de poursuite naturellement de son chemin, mais par rapport à ce que vivent les Sénégalais, il y a un déphasage. Or, il nous disait qu'il avait fait 3 fois le tour du pays, qu'il avait un plan qui allait sortir le Sénégal de la pauvreté, mais malheureusement, avec des internationaux assez crédibles, on a vu que la situation du Sénégal se dégrade de plus en plus. Or, au lieu de se redresser, ou bien de redresser la barre, Macky Sall, en fait, plus ou moins accélère la cadence, mais dans la mauvaise direction. Aujourd'hui, nous sentons tous un état de pauvreté assez du pays. Prenons par exemple, donc aujourd'hui il parle de décentralisation de l'acte 3. Lui-même en a fait le bilan pour constater l'échec d'une de ses plus importantes politiques publiques au niveau donc, de son quinquennat. C'est un échec cuisant, il l'a reconnu. Il a demandé même donc qu'une réforme soit, une réforme de la réforme nous soit proposée. Deuxièmement, il nous parle malheureusement d'une réforme constitutionnelle. Alors lui-même, en recevant le rapport de la CNRI, avait dit, oui, il verrait, il puiserait ce qu'il penserait être meilleur pour le Sénégal. Aujourd'hui, il nous propose 16 points sur lesquels l'essentiel est contenu dans l'actuelle constitution. C'est de la redite. Ou bien, à mon avis, Macky Sall ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Mais comme il est obligé de se mettre, d'essayer de tenir sa parole par rapport à ce qu'il avait promis aux Sénégalais sur une réforme constitutionnelle, mais également sur un référendum, il cherche des points pour sortir un peu la tête haute. Mais malheureusement, à mon avis, ce qu'il est en train de nous proposer, c'est de la redite. D'ailleurs, en l'écoutant, tu sens que c'est une redondance, mais également des points qui sont déjà contenus dans la Constitution actuelle. Et par rapport à ça, je ne vois pas la pertinence de nous proposer en fait, une réforme de 16 points. Voilà, merci. Monsieur le ministre Benoît Sambou, vous êtes conseiller spécial du chef des personnels du chef de l'État. Vous venez de l'écouter pendant 30 minutes. Vous venez d'écouter aussi 2 membres de l'opposition. Alors, est-ce que vous avez la même impression que... Merci Georges. Permettez-moi d'abord de saluer mes concitoyens qui sont aujourd'hui autour de cette table, le président de Douad, Maître Diallo et mon ami Diattara, vice-président du conseil départemental de Thiès. Vous saluez vous-même, mais aussi présenter mes meilleurs vœux aux Sénégalais qui nous écoutent ce soir, à toute cette nation qui porte ses espoirs sur le président de la République Macky Sall et qui est très attentive aux réalisations et aux projections qui sont faites par le président de la République. Naturellement, mes amis de l'opposition sont venus avec des prérequis. Pour l'un, apparemment, il n'a pas bien écouté le discours. Pour l'autre, dans cette dynamique de nihilisme qui caractérise un peu le Réumi et son leader,
Mais je crois que pour ceux qui ont bien écouté le président de la République, Macky Sall, je crois que ce discours aujourd'hui est empreint d'abord de solennalité, mais surtout est plein d'enseignements. Je retiendrai très rapidement 3 enseignements et je reviendrai dans les détails plus tard. D'abord, les excellentes performances économiques de notre pays. Nous allons atteindre cette année une croissance de 6,4%. Ce qui est quand même exceptionnel pour notre pays. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le budget va être porté à plus de 3 000 milliards. Et ce qui est important dans cela, et le président de la République l'a dit, qu'avant, c'est autour de 20% qu'on arrivait à réaliser le budget sur ressources propres. Aujourd'hui, on est à 58% de ressources internes. Sur les plus de 3 000 milliards de budget, en 2016, 58% proviendront de nos ressources. Si on n'a pas créé de richesse, on n'aurait jamais pu faire cela. Ce qui confirme que notre pays est sur la voie de la souveraineté budgétaire. Deuxième enseignement important. Mais c'est les résultats agricoles exceptionnels. Le président de la République a fait de l'agriculture le moteur de la croissance et du développement de notre pays. Nous avons cette année une production de 2 271 000 tonnes de céréales, soit une hausse de 82% par rapport à l'année 2014. 1 121 474 tonnes d'arachides, soit une hausse de 68% par rapport à 2014. Pour le riz, n'oubliez jamais que le Sénégal, la préoccupation de tous les gouvernements qu'on a toujours eu a été l'autosuffisance. Le président de la République a pris l'option d'atteindre l'autosuffisance en 2017 avec 1 600 000 tonnes de paddy à produire. Aujourd'hui, nous en sommes à 917 371 tonnes, soit une hausse de 64% par rapport à 2014. Pour les productions horticoles, nous avons 1 133 430 tonnes. Mais, chose importante, le prix de l'arachide qui est fixé à 200 francs le kilo, si on multiplie cela par la production d'arachide, c'est plus de 200 milliards qui sont injectés rien que sur cette spéculation dans le monde rural. Avec ça, on me dit que les gens, qu'on n'avance pas. On ira, je vais terminer rapidement. Sans compter les efforts de modernisation de la pêche. Mais surtout, avec cela, le président de la République répond à un engagement qu'il avait pris de soutenir le monde rural et les couches défavorisées. Le troisième enseignement important, c'est le respect de ces engagements politiques par la modernisation, la stabilisation, la consolidation de notre démocratie. Et ici, réitérer les engagements du candidat Macky Sall de réformer la Constitution, d'apporter des changements majeurs, mais surtout de réduire le mandat. Je dois dire que tout ceci confirme le Sénégal dans sa marche irréversible vers l'émergence. Et à mon avis, si nous voulons faire un débat sérieux, il faut que nous puissions nous baser sur les chiffres.
voir quand le président de la République arrivait au pouvoir, où était la situation économique de notre pays? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et quelles sont les projections qui sont offertes par la mise en œuvre du PSE, qui est une vision pour le développement de notre pays et qui force aujourd'hui le respect des bailleurs et des investisseurs. Voilà, merci Monsieur le ministre. Maître Diallo, vous êtes de Amnesty International, alors vous avez peut-être un peu plus de hauteur, vous êtes en tout cas à équidistance entre les chapelles politiques. Le discours que vous avez d'entendre, est-ce que c'est cela que vous attendiez du président de la République? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité et de profiter de cette occasion pour saluer mes co-invités, donc mes co-débatteurs, en particulier le président Doudou Wade, que je rencontre pour la première fois sur un plateau et à l'égard duquel j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour la qualité des débats qu'il donne aux Sénégalais. La même chose pour M. le ministre Benoît Sambou, et également mon jeune frère M. Diatara. Je profite également de l'occasion pour, en cette veille de Nouvel An, présenter mes vœux les meilleurs à tous les Sénégalais. J'ai écouté le discours attentivement et sérieusement. L'impression qu'il m'a donnée, et je dis en passant que là le président a satisfait à une tradition constitutionnelle du Sénégal, il y a eu beaucoup de chiffres, énormément de chiffres, et de sorte que j'avais l'impression que le discours a duré plus de 30 minutes. Maintenant, pour l'appréciation de ces chiffres, parce que tout à l'heure, M. le ministre a parlé de chiffres, je pense que moi je ne suis pas là pour ça, mais j'imagine le Sénégalais lambda, comme on dit habituellement, je n'aime pas trop cette expression, qui est dans son salon, qui écoute le discours du président de la République. Je ne sais pas s'il a compris ces chiffres. Mais toujours est-il, je ne vois pas de corrélation et la réalité effectivement vécue par les Sénégalais. Bon, l'on me contredira certainement. Mais par rapport aux chiffres, les seuls que j'ai retenus et qui certainement ont eu un impact sur la vie quotidienne des Sénégalais, c'est naturellement les chiffres sur la couverture maladie universelle. Parce que de ce point de vue, Amnesty quand même félicite l'actuel gouvernement et le président de la République sur ça, parce que c'est plus ou moins une réalité effective. En tant que défenseur des droits humains, je m'attendais également à ce que le président, par rapport au contexte mondial actuel, c'est-à-dire le radicalisme religieux, qui a créé des problèmes de sécurité un peu partout à travers le monde, que le président se prononce sur la question, mais je n'ai rien entendu sur ça. Parce que la question de la sécurité, naturellement, va poser des questions de respect des droits humains. Peut-être que dans le fond du débat, l'on y reviendra. Le président a également parlé de l'éducation. De l'éducation, mais je pense de l'éducation formelle. On a parlé d'école et d'abri provisoire. De bons résultats quand même, une école constituée essentiellement d'abri provisoire aurait fait, mais je n'ai en aucun moment entendu parler des écoles coraniques. Parce que quand je pense aux écoles coraniques, j'ai fait allusion aux enfants talibés. Et à ce niveau-là, je constate que le président ne s'est pas, à proprement parler, prononcé. Et à mon avis, le président ne s'est pas non plus présenté sur l'actualité politique de ce pays. Parce que l'actualité politique de ce pays-là, politique et judiciaire, je veux dire, explique un peu quand même des situations de conflit qui parfois nous amènent, nous, au niveau de l'Amnesty International, à penser qu'il y a des violations des droits humains. Peut-être qu'on y reviendra. Mais en tout état de cause, les chiffres m'ont impressionné et j'ai le sentiment que même si le président a abordé des questions essentielles, d'autres questions essentielles également ont été laissées de côté. Oui. Merci, à propos même de ces questions essentielles, s'il nous venait l'idée de revenir sur ces questions omises par le chef de l'État à l'occasion de son message à la nation, honorable Doudou Wade, s'agissant même de cette sécurité, à propos du terrorisme, au nom de cette lutte contre le terrorisme, on a interdit aux Sénégalais d'utiliser les feux d'artifice, mais aussi d'organiser des cérémonies festives. Pourquoi, selon vous, le président n'est pas revenu sur cet impressionnant dispositif sécuritaire mis en place au nom de la lutte contre le terrorisme? Je pourrais répondre à cette question, d'autant plus que le président de la République n'a pas fait cas dans son discours. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, le problème de la sécurité et le problème du climat
ont une position stratégique par leurs difficultés et leur dangerosité que les gens sont en train de transformer en atout. Jacques Attali disait avant-hier que la chance de la France, c'était le terrorisme et le climat. Je n'y reviens pas parce que le président n'en fait pas cas. Tout ce qui est problème de sécurité, les 1000 soldats ou 2000 soldats à envoyer, machin, à qui on avait promis de l'argent, tout ça, c'est de côté pour le président. C'est encore des boules de neige. Je me réfère seulement à ce qu'il a dit. Et je voudrais, en tout cas, pour ne pas m'attarder sur les chiffres, sur les 6,4% annoncés par le ministre, c'est parce que dans le régime actuel, il est extrêmement difficile de se positionner sur les chiffres. La loi de finances 2016, page 13, le ministre des Finances se donne comme objectif d'atteindre 6% en 2016. Cela veut dire qu'il ne les a pas atteints. Le président de la République, ici c'est le soleil économique. Devant la représentation nationale, le ministre des Finances se positionne sur 6% en 2016. Le 31 décembre 2014, le président de la République nous dit qu'il a atteint 4,5% en 2014 et prévoit 5% en 2015. C'est qu'avec le ministre Amadou Ba, les Sénégalais ont des problèmes et le président a des problèmes. Et pour cause, lui-même disait dans son message qu'on avait atteint un taux de croissance de 4,5% qui n'a jamais été atteint depuis 2005. Ce qui est faux. Référence, la stratégie nationale de développement et le rapport sur la productivité du Sénégal en 2011 qui faisait que nous étions à 4,7% en 2009. C'est-à-dire que le ministre des Finances fait mentir le président de la République. Je suis désolé de le dire comme ça. Alors donc, ne parlons plus de chiffres, mais parlons de la réalité des choses. Actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'agit pas pour nous de prérequis. Il s'agit simplement de dire la chose, l'essentiel. Dans son message, le président nous disait que le de Taïba Ndiaye de 150 MW serait en phase à partir de 2016. La liaison par train aéroport Blaise Diagne avec des stations collaboratives, donc c'était déjà dit. Le parc industriel de Diamniadio, le projet Dakar-Thiès-Touba, il nous parle de Dara, il nous a promis 64 Dara en 2015. Il nous a parlé de l'université Sine Saloum, de Kaolack et de l'université de Dakar Moktambo. C'est des redites. Le président est là en 2012, 2013, 2014, 2015. Il lui reste quelques jours sur son mandat. Il devait nous montrer ses réalisations. Et il y en a eu. Il y en a eu. Il y a eu effectivement le centre Abdou Diouf de Diamniadio, qui ces 2 derniers mois n'ont pas été utilisés. Il me semble que d'ailleurs les gens des environnements vont y organiser ce soir une soirée dans le centre de Koladera. Et ensuite c'est Tivaouane. Je n'en vois pas d'autres. Oui. Si vous avez d'autres infrastructures, vous me le dites. Mais non. Oui, on va y revenir. Sur l'agriculture, je ne veux pas aller sur là-bas. Sur l'agriculture, savez-vous, monsieur le ministre de l'Agriculture, que vous n'avez pas encore exactement, le ministre l'a dit en commission des finances et à l'Assemblée, vous êtes aujourd'hui sur l'estimation de la production agricole. Les spécialistes de la question qui sont sur le terrain disent que vous n'allez pas atteindre 700 000 tonnes. La situation, c'est que les 11 mesures que vous avez prises sur l'agriculture, concernant Suneor, 300 000 tonnes d'achat, 90 milliards de financement, 11 milliards pour les opérateurs, rien n'a été fait. Aujourd'hui, dans le bassin arachidier, vous allez à Kel Alpha, le village du président de l'Assemblée nationale, les villages environnants, Tchoubalo, Koutango, Kermatar, Ngonen, Ndiba, Saboya, n'ont pas de point de collecte. 200 000 francs. Il n'y a que 8100 tonnes qui ont été aujourd'hui encaissées par Suneor. Et Suneor devait, à la date du 29 décembre,
800 millions de francs aux opérateurs. Oui, on y reviendra, mais Par en conséquent, attendant, on va revenir aussi. ce qui m'inquiète maintenant, honorable, je vous s'il en vous plaît, prie. dernière, sur ce qui m'inquiète et ce qui est vraiment absurde pour vous, c'est quand vous me dites, nous avons fait 1 million 100 tonnes, vous multipliez par 200, et vous dites, il y a pour des paysans, mais quand même, l'arachide. Vous ne savez pas que toute l'arachide que vous récoltez, vous, Monsieur ancien ministre, Yankoba ne va pas Diattara. dans la commercialisation. Oui, merci, honorable. Vous n'allez pas dans l'industrie. Monsieur Yankoba Vous ne saviez Diattara. pas que ça servait à l'alimentation des populations. Merci. Vous On ne savez reviendra. pas que ça servait au dégué-dégué. Monsieur Sambou, quand même, ne me faites pas cette multiplication arithmétique pour trouver 200 milliards. Voilà les raisons pour lesquelles je pense que vous n'avez pas duré dans ce département. Oui. Je suis désolé de vous le dire comme ça. En parlant des réformes institutionnelles, monsieur Yankoba Diattara, vous êtes premier vice-président du conseil départemental de Thiès. Le président a fait état de l'acte 3 de la décentralisation, une avancée significative pour le bon fonctionnement de ce pays. Mais parlant de cet acte 3 de la décentralisation, la première phase, elle vous convient? Mais en parlant de l'acte 3, je pense que le président de la République devait d'abord reconnaître son échec sur ce dossier-là. Lui-même l'a reconnu. Parce que même le changement de ministère au niveau de ce département de ministres était la résultante de l'échec de la politique de décentralisation sur laquelle d'ailleurs il portait beaucoup d'espoir. Mais vous savez, notre déception, nous, au niveau des acteurs publics locaux, c'est que Macky Sall ayant été maire de Fatick pendant 10 ans, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, qui dit avoir fait le tour du Sénégal pendant 3 fois avant d'accéder à la présidence de la République, puisse échouer aussi lamentablement sur ce point-là. Nous avions pensé qu'avec lui, que la décentralisation aurait un nouveau visage, parce qu'on a connu depuis Diouf, et même avec une petite amélioration sous Wade, a été malheureusement totalement remise en cause avec l'acte 3. Aujourd'hui, vous prenez une ville comme les villes du Sénégal, par exemple, on en a 5. Mais une ville comme Thiès qui ne parvient même pas à faire face à ces charges de fonctionnement, ça je dis, c'est comme si dans ce pays, Macky Sall n'avait pas vécu le développement territorial. C'est ça qui m'étonne. Or, il disait dans son adresse, en lançant l'acte 3, on veut des territoires via porte de développement durable. Et c'est le contraire qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, au-delà des villes, vous avez vécu un peu ce que les misères de Khalifa Sall à Dakar, des communes d'arrondissement, du personnel donc, municipal qui n'avait pas, qui tardait à se faire payer et tout. C'était une nouveauté. On ne l'a jamais connu au Sénégal. Les départements. Macky Sall en a créé 45. Il a dissous les régions pour mettre les départements pour espérer corriger une lacune que les régions traînaient, c'est-à-dire que la proximité de l'administration aux citoyens. Mais ce que nous constatons, et c'est même pas honorable et digne pour un pays d'avoir des institutions que vous ne pouvez pas faire fonctionner. Vous créez donc une réforme aussi importante, et pour un département qui a la charge de gérer à peu près 500 à 600 000 habitants, par exemple le département de Thiès a 632 000 habitants, vous lui octroyez un budget annuel de fonctionnement de 140 millions. Je dis bien 140 millions, qui ne peuvent même pas assurer le fonctionnement régulier. Je dis fonctionnement régulier, commençons d'abord par les salaires. La masse salariale du département de Thiès, que nous avons hérité de l'ex-conseil régional, tourne autour de 130 millions. Nous avons hérité sur les 46 agents, 30 agents. La masse annuelle, c'est 130. Il nous reste 10 millions. Macky Sall prend un décret qui octroie à chaque conseil départemental par session d'un jour 50 000 francs. Et sur les 100 conseillers, une session d'un jour nous coûte 5 millions. C'est-à-dire sur les 10 millions qui nous restent, on ne peut faire que 2 sessions d'un jour. Or, la loi nous impose de tenir 4 sessions au mois, ordinaires. Avec ça, comment on peut faire fonctionner dignement une institution pour prendre en charge la destinée de 600 000 habitants dans des domaines de compétences aussi stratégiques que l'éducation, que les départements gèrent les lycées et collèges, gèrent les centres de santé, par exemple, nous gérons l'hôpital régional de Thiès. Avec quoi? C'est pourquoi on était obligé de nous rabattre sur la coopération internationale. Avec un seul voyage, nous avons amené 114 millions. Un seul voyage à l'étranger. Là où Macky Sall nous donne
59 millions d'investissements annuels. D'investissement, je dis. Nous avons 4 communes dans le département de Thiès qui n'ont pas de lycée. Les élèves font plus de 10 km. Par exemple, les élèves de Kayar pour aller à Bayar dans le Djander, de Ndiayen Sirak pour aller à Khombol. Avec ça, vous pensez que c'est ça, en fait, une réforme importante, comme il dit. Or, le département de Thiès a des potentialités importantes. Aujourd'hui, nous sommes la première région minière. Nous avons dépassé Kédougou. En termes de potentialité, Kédougou est la première région, mais en termes d'exploitation, c'est la région de Thiès qui est la première région minière. Mais on n'a même pas les moyens de nous déployer pour aller voir les miniers, discuter avec eux de nos problèmes, mais également de la protection de l'environnement. Et ça, j'ai dit, ce n'est pas honorable ni digne d'un État que dirige Macky Sall, ancien maire, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, et qui disait qu'il souhaitait avoir des territoires viables, porteurs de développement durable. Oui, et on en revient au ministre Benoît Sambou. Avant d'être conseiller personnel du président de la République, vous étiez le ministre de la Jeunesse, mais aussi le ministre de l'Agriculture. L'emploi des jeunes, le président n'en a pas parlé dans son discours, alors que cette année, on a vu 4 agences qui ont été dissoutes. Et jusqu'à présent, ces employés sont toujours à la recherche des indemnités que l'État doit leur payer. Alors, je voudrais rappeler au président du WAD que sur la question de l'agriculture, j'ai dit que la production agricole était à 1 million, en tout cas sur l'arachide, 1 121 000 tonnes, 121 474 tonnes. Il y a au moins 50 000 à 60 000 tonnes qui vont être sécurisées pour la prochaine campagne. Il y a la consommation aussi. Ce qui fait que aux alentours de 1 million de tonnes vont être commercialisées parce que l'État a pris des mesures pour faire en sorte que des opérateurs étrangers puissent s'intéresser à la production agricole, à la production arachidière sénégalaise. Ce qui fait que, je rappelle encore, multiplié par 200 au moins, parce que sur certaines places, c'est vendu à 250 francs le kilo, au moins 200 milliards seront injectés dans le monde rural. C'est irréfutable. Maintenant, les conjectures et commentaires, je ne m'étendrai pas là-dessus. Les chiffres sont faits pour étayer les mots. Ils sont irréfutables. Face à la position de ceux qui ont fait le choix du Wahrek, les chiffres viennent consolider le djef. Personne ne peut nier ces chiffres qui sont la résultante de la vision du président de la République et de la confiance des bailleurs. Maintenant, dans un discours, bien sûr, on ne peut pas tout dire, sinon on resterait là pendant des jours. Mais sur les questions sur lesquelles le président de la République, par rapport à ses engagements de candidat, par rapport à nos préoccupations, qui sont économiques d'abord et sociales, le président de la République a le devoir de dire, de rappeler ses engagements, de rappeler les projections antérieures et de dire ce qui est réellement fait. Maintenant, quand on ne peut pas réfuter cela, on choisit un autre discours. Mais il faudrait se demander dans quel Sénégal ils sont. Le Sénégal ne se réduit pas à Dakar. Allez dans le monde rural, vous voyez le nombre de pistes de production qui sont engagées, vous voyez les kilomètres de routes qui sont en train d'être construites, et je reviendrai là-dessus parce qu'il faudra bien rappeler le bilan des WAD. Oui, mais l'emploi des jeunes... Je vais y arriver. Tout cela consolide l'emploi. Pour voir combien de kilomètres sont construits par an, étaient construits par an sous les WAD, et combien de kilomètres de routes sont construites aujourd'hui sous Macky Sall. L'emploi. L'emploi ne se décrète pas. L'emploi est une politique. L'emploi procède d'investissements
et de croissance. Quand il n'y a pas d'investissement, quand il n'y a pas de croissance, quand il n'y a pas de production de richesse, quand il n'y a pas de création d'entreprises, on ne crée pas d'emploi. Le président de la République a parlé de l'emploi. Le PSE est l'instrument de matérialisation de ses engagements en matière de création d'emplois. Il a parlé du parc industriel de Diamniadio, qui est en construction et qui va générer au moins 50 000 emplois. Il a parlé du programme des domaines agricoles communautaires, qui est en train d'être mis en œuvre et qui aujourd'hui déjà a généré 7 000 emplois. Et il va injecter en 2016 20 milliards pour consolider ce programme. Cette production agricole est le fruit de bras. Ces gens qui travaillent dans ces champs, dans ces fermes, ce n'est pas des chômeurs. Ce pas des chômeurs. C'est des Sénégalais qui travaillent, qui consolident l'emploi. Le parc technologique numérique qui va être mis en œuvre, c'est une source extraordinaire de création d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui un levier extrêmement important de matérialisation de la politique de l'emploi. Et surtout, ça crée les conditions du offshoring. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont délocaliser leur production au Sénégal. C'est des emplois qui vont être créés. En chiffres? Je n'ai pas aujourd'hui les chiffres réels. Vous parlez de chiffres. Les chiffres que je peux citer aujourd'hui, c'est les chiffres sur lesquels le président de la République est revenu. Mais soyez sûrs que la mise en œuvre de ces politiques sont des sources importantes de création d'emplois. Quand une économie marche, forcément, c'est des bras qui font marcher cette économie. Donc, nous reviendrons peut-être sur d'autres plateaux sur les chiffres actuels de l'emploi, mais vous avez vu aujourd'hui qu'il y a donc la matérialisation de l'emploi se fait par des recrutements dans la fonction publique, par des projets et programmes qui sont mis en œuvre dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la pêche, etc., etc. Donc, par rapport à cela, je dis que si nous maintenons la tendance, si nous continuons à créer les conditions de l'investissement, si nous continuons sur cette lancée, et ce qui est important, les projections du PSE, c'était à 7% de croissance. Aujourd'hui, nous sommes à 6,4%. Et j'en profite pour rappeler au président Doudou Wade, on peut avoir des projections. C'est-à-dire, en 2014 ou en 2015, les projections effectivement étaient de 5,4%. Mais les performances ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes à 6,4%. Et rappelez-vous que le président l'avait déjà rappelé, quand il était sur un plateau de télévision en France, il avait dit que cette année, nous ferons 6%. Il l'avait dit. Donc, ce n'est pas parce que vous aviez annoncé des objectifs que vous ne pouvez pas les dépasser. Donc, franchement, sur cette question en tout cas, sur la question du dynamisme économique de notre pays, je crois que cela est très clair. Quand je reprendrai la parole, on fera le bilan pour voir en 2011 dans quel état Abdoulaye Wade, les Wade ont laissé le pays après 12 ans. Et aujourd'hui, en 4 ans, où est-ce qu'on en est? Oui. C'est ça qui est important. Oui, Maître Diallo, en votre qualité de droit de l'homiste, défenseur des droits humains, le chef de l'État, dans son discours, n'est pas revenu sur les Sénégalais qu'on a perdus lors du drame de Mouna, 61 personnes. C'est un chiffre quand même on pouvait quand même entendre le chef de l'État avoir une pensée pieuse sur ces personnes qui ont péri à Mouna. Qu'est-ce que cela vous fait? Tout à fait. J'avoue que je ne suis pas personnellement rassuré. Je crois que je ne suis pas seul dans ce cas-là, puisque quand on parle de la situation des droits humains au Sénégal, puisque le président a, dans son discours, fait un bilan de certains secteurs
de l'économie nationale, du pays dans son ensemble, sans se prononcer à proprement parler sur l'état des droits humains au Sénégal. Je suis inquiet. Je suis inquiet, alors surtout que 2015, pour nous, sur le plan du respect des droits humains, n'a pas un bilan positif. Puisque on a constaté qu'en 2015, il y a une sorte de restriction des libertés fondamentales des Sénégalais. La liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir. Et aujourd'hui, par rapport au nouveau contexte mondial, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au radicalisme religieux et donc au problème de sécurité, parce que forcément cela va avoir un impact sur les droits humains, puisque l'État, dans ces situations-là, est souvent amené à avoir ou à exercer des pouvoirs exorbitants des droits communs. Nous, on aurait bien aimé que le président se prononce sur ça. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, déjà même par rapport à la liberté religieuse, parce que tout à l'heure, je crois que vous avez parlé de l'accoutrement de certains musulmans. Mais on voit de plus en plus que même des prédicateurs peuvent être inquiétés dans leur discours. Et j'aurais appris que tout récemment, à l'occasion du Gamou annuel, un fils de marabout aurait eu des choses qui auraient été censurées. Mais alors, je dis, il y a un problème. Il faut quand même que l'État ou le président de la République se prononce sur ça. Et quand le président se satisfait aujourd'hui de l'élection du Sénégal au niveau du Conseil de sécurité, on félicite la diplomatie sénégalaise, mais aussi quand même, quand on est fier d'appartenir à une institution internationale, même se sentir dans l'obligation de respecter ces directives. Parce que jusque-là, l'État du Sénégal n'a encore rien fait par rapport à l'avis qui a été donné sur le cas Karim Wade. Nous, membres d'Amnesty et des organisations de droits de l'homme au Sénégal, nous disons il faut respecter les institutions auxquelles nous appartenons, puisque nous y avons volontairement, souverainement, librement adhéré. Donc aujourd'hui, de ce point de vue, nous estimons qu'il y a un problème. Et par rapport aux réformes projetées de la Constitution, parce que le président a visé 16 points, il a même parlé du rôle des partis politiques. Et là, personnellement, et en ma qualité de membre de Amnesty International, nous interpellons les hommes politiques. Parce qu'au Sénégal, on parle de démocratie, parce que simplement, nous avons assisté à au moins 2 alternances politiques au sommet de l'État. Mais ça, c'est loin d'être suffisant. Parce que la démocratie, c'est une question qui doit se vivre tous les jours. Et au Sénégal, nous constatons que même au sein des partis politiques, il n'y a pas de démocratie. Et à mon avis, ce qui explique qu'il y ait aujourd'hui énormément de partis politiques, de prolifération de partis politiques. Parce que les militants des partis politiques, lorsqu'ils sont frustrés, plutôt que de rester dans le parti où ils n'ont pas une liberté de mouvement ou d'expression totale, préfèrent aller créer leur propre parti. Et cela n'est pas, à mon avis, bon pour la démocratie. Mais il a parlé de réforme sur le rôle des partis politiques. Et c'est à ce niveau-là qu'il doit insister. Déjà, le rôle que le chef de l'État peut jouer dans un parti politique. Être président de la République, être en même temps président d'un parti politique, cela pose problème. L'affaire Oumar Sarr en atteste à suffisance. Vous auriez aimé, par exemple, en tant que chef d'État, se prononcer sur la situation politique, notamment le conflit entre le pouvoir et l'opposition. Je veux parler du Parti démocratique sénégalais, qui a vu en tout cas plusieurs de ses membres, en tout cas, emprisonnés aujourd'hui. Mais ce n'est pas de façon spécifique. Mais parce que c'est une réalité. Parce que quand on parle de réforme et qu'on dise qu'on va augmenter le pouvoir de l'opposition, je pense quand même qu'il faut quand même parler de la situation actuelle. Aujourd'hui, la situation n'est pas reluisante. Et l'on se pose des problèmes. Parce que ce que j'ai dit, quand on parle du rôle des partis politiques, la casquette de chef d'État et la casquette de chef de parti, ça peut prêter à confusion et que donc, chaque fois qu'un membre de l'opposition parle du chef de l'État, bon, on arrête, on le traîne devant la justice pour dire que c'est une offense au chef de l'État. Il y a un problème. Parce que aussi, comme si on fait de la politique, on fait de la politique, en tout cas sous nos cieux, les gens font de la politique d'une certaine façon. Et quand j'entends une membre du Parti démocratique sénégalais dire que quand Oumar Sarr parlait, par exemple, ce n'est pas au président de la République, il s'adressait au chef d'un parti. Donc pour dire que cette question doit être réglée. Et sur l'environnement, parce que ça concerne les générations futures, le président a parlé de reconnaissance de nouveaux droits environnementaux dans les réformes projetées. Mais j'estime qu'il n'y a pas suffisamment de précision par rapport à ça. C'est-à-dire d'une reconnaissance, d'une consécration, et comment ces droits environnementaux ont été définis. Parce que dans le discours du président, aujourd'hui l'actualité c'est ça, les questions environnementales. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre, il fait chaud. Donc les changements climatiques, ça inquiète. Et aujourd'hui, le président ne sait pas à comment parler, prononcer sur ça.
Il a fait le déplacement à Paris lors de la conférence sur l'environnement, mais on ne l'a pas entendu. Donc, c'est autant de questions sur lesquelles on aurait, nous, aimé entendre le président de la République pour nous rassurer. Personnellement, et je ne suis pas certainement le seul membre des organisations de défenseurs des droits humains à être inquiet, à ne pas être rassuré par le discours du président. Surtout que nous allons vers des lendemains d'élections. Nous allons vers des lendemains d'élections, et le fait, à mon avis, que le référendum soit très proche de l'élection éventuelle qui serait organisée en 2017, à mon avis, risque de poser des problèmes. Risque de poser des problèmes et risque de créer des situations de conflit qui sont quand même des occasions de violation des droits humains. C'est là quand même personnellement, nous le regrettons. Voilà, Monsieur le Président Doudou Wade, nous allons revenir sur l'aspect politique. D'ailleurs, je vais rebondir sur ces propos. Quand le président, beaucoup de Sénégalais aujourd'hui se demandaient, alors espérer édifier sur le référendum et la tenue de la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, quand on avait entendu le président parler donc de ces réformes des institutions, est-ce que vous êtes maintenant rassuré qu'il y aura effectivement un référendum en 2016 et qu'il y aura une élection en 2017? Écoutez, le problème du référendum de Macky Sall, c'est la reprise ou le remake de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec la durée de 5 ans du président de l'Assemblée nationale qu'il avait promise pendant la campagne électorale et qu'il n'a remise en place que 3 ans ou 4 ans après avoir ligoté totalement le président Moustapha Niasse et son parti. Donc il y avait du moins bon, du mauvais et du bon. 50% de mauvais, 25%, 30% de moins bon, et la durée de 5 ans. C'est la même chose ici. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que Macky Sall a signé le divorce avec le rapport de Mbow, qui avait pour l'essentiel un régime parlementaire. Macky Sall dit il faut consolider notre régime politique actuel, consolider les prérogatives d'un président fort et fort. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons été avisés très tôt par le professeur Ismaël Madior Fall, qui disait il faut, dans la prochaine révision ou dans la prochaine loi référendaire, mettre l'accent sur l'autorité du président de la République. C'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On nous disait qu'il fallait supprimer le Sénat. Non seulement on nous crée une structure sur le dialogue social, mais on nous crée une nouvelle institution. Le Haut Conseil des collectivités territoriales. Oui, le Haut Conseil d'Ousmane Tanor Dieng. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est vous qui le nommez déjà? Mais c'est déjà fait. Donc c'est Ousmane Tanor Dieng qui est nommé à la tête de cette session. Ouais. C'est dans la répartition du partage politique dont Maître parlait tout à l'heure, le transvasement des hommes politiques que nous sommes, qui partent de parti en parti en fonction des projections de victoire ou de défaite. Vous l'avez consenti. Il y a des gens qui sont un trait d'union de plusieurs mots à la fois pour pouvoir passer tous les régimes. Alors ça, c'est déjà du flou. Qu'est-ce que le président nous dit sur le Conseil constitutionnel? Alors que les assisards avaient demandé une cour constitutionnelle. Il nous dit oui, nous allons avoir un Conseil constitutionnel, la même chose. On va augmenter l'effectif, donc augmentation de charges. Mais malheureusement, heureusement pour moi, ce n'est pas moi qui vais le décider, mais c'est mon Moustapha Niasse qui va désigner les deux. Alors Moustapha, désigne-moi 2 magistrats pour le Conseil constitutionnel. C'est du flop. Moustapha ou l'Assemblée nationale? Non, ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale qui le désigne. Ce n'est pas l'Assemblée. L'Assemblée, c'est la première, c'est le président, c'est ce qu'il a dit d'une manière très claire. Alors, maintenant, le président nous dit quoi? Le président nous dit que dans ce texte, nous allons effectivement parler de nouveaux droits, le droit à l'environnement, le droit à ceci, le droit, c'est vrai. Mais les premiers droits que le président doit exercer, surtout quand il parle d'opposition, il y avait déjà un texte reconnu dans la constitution du statut de l'opposition. Il a sa majorité, il doit faire la loi, il n'a qu'à la faire. Mais qu'est-ce que c'est que les nouveaux droits de l'opposition? Quand le chef de parti, le président de l'APR, avec sa majorité, confisque, arrache les droits de l'opposition dans l'Assemblée nationale. Et c'est le président de l'Assemblée qui prend la décision de choisir à son choix le président du groupe de la minorité. Première fois dans l'évolution du Sénégal, depuis 1978, avec l'arrivée de l'opposition, de Wade à l'opposition, ces 4 dernières législatures,
que nous soyons dans un régime où il n'y a pas de l'opposition dans le bureau de l'Assemblée nationale. Déjà en 1998, il y avait Jean-Paul Diaz, il y avait Yorodé, 2 vice-présidents. Il y en avait avec nous 2 vice-présidents, 3 groupes de parlementaires. On est réduit à un groupe de la majorité très très fort et 2 moitiés de groupes parlementaires dont un fait 7/5, 7/10 et l'autre 3/10. Le président n'est pas clair dans ce qu'il veut. Le président est encore en train de se chercher des moyens constitutionnels pour bâillonner l'opposition et les partis politiques. Ensuite, il nous dit que la participation des citoyens à toutes les élections, pour tous les types d'élections. On va voir aussi comment se passer. On va voir donc dans les modifications, certainement en le faisant, il est important d'aller modifier la Constitution sur la quête du suffrage. La quête du suffrage. La quête du suffrage incombe les partis politiques. C'est les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Cela veut dire que nous sommes dans une direction, si on ne fait pas attention avec le président de la République, il faut disloquer les partis, il faut les tuer. Je ne sais pas comment ça se fait, verrons, mais ce qui est clair, c'est qu'on n'est jamais clair avec Macky Sall. Je voudrais quand même un retour, essayer de m'arrêter un peu sur les cas des libertés publiques, des libertés individuelles, des droits de marche, des droits de réunion, que le président a bâillonné. Nous sommes dans un pays où, en moins de 15 jours, des journalistes, pour avoir relayé une information parue dans le monde et connue de partout, ont été convoqués à la DIC. Nous sommes dans un pays où Halima.fm, 48 heures après, pour avoir interviewé des gens, sont convoqués et on les demande retournez chez vous et attendez. C'est-à-dire les gens sont dans des positions transitoires de pouvoir s'exprimer librement. Alors, Macky Sall veut nous amener dans une constitution théocratique. Je pense que les Sénégalais n'accepteront pas. Alors, je voudrais simplement m'arrêter sur 2 choses. Et parce que vous avez posé la question. Nous sommes d'accord sur vos prévisions de 1 120 000 tonnes. Je ne les ai pas contestées. Je dis, vous en êtes encore à l'évaluation. Vous savez vous-même, monsieur le ministre, qu'au mois de décembre, si le mois de décembre, vous avez trouvé au ministre de l'Agriculture, si vous avez fait 1 an, vous avez votre production arachidière. Ça, vous le savez. Maintenant, les opérateurs nous disent non. Vous avez promis d'acheter 300 000 tonnes sur les 11 mesures pour Sonéor, avec un financement de 90 milliards, parce que vous voulez soutenir la filière arachidière. Ça n'a pas été fait. La Sonéor, pour une capacité de 300 000 tonnes, a 800 000 tonnes aujourd'hui à Lindiane et 800 millions impayés de bons sur l'emploi. Sur l'emploi, quand vous êtes arrivé, vous n'avez fait que licencier. C'est pour cette raison, pour la première fois dans l'histoire budgétaire de notre pays, le ministre de l'Emploi a prévu dans le budget de cette année de payer des indemnités de licenciement et d'indemniser les licenciés. Vous n'êtes plus un ministère de recrutement, mais vous êtes un ministère de licenciement. C'est pour cette raison oui, que vous ne pouvez plus revenir sur les problèmes de 500 millions d'emplois et vous dites que ça ne se décrète pas. Vous ne le saviez pas? D'accord. Alors, M. Yankoba Diattara, parlant du renforcement des droits de l'opposition et de son chef, vous y adhérez? Mais, comme l'a dit le doyen Doudou Wade, c'est que par rapport aux droits de l'opposition, ça existait déjà dans l'actuelle constitution, mais également il y a des projets donc de loi qui prévoyaient le statut de l'opposition, mais également les prérogatives du chef de l'opposition. Je pense que ce débat-là, on l'a connu dans ce pays. Malheureusement, contrairement à ce que pense Macky Sall n'est pas stable dans son raisonnement. C'est-à-dire que soit il est souvent perturbé par des événements qui le rattrapent, ou bien il n'a pas une vision très claire de ce qu'il veut faire. À l'entendre parler, on a l'impression qu'il fait du tâtonnement. C'est-à-dire qu'il est souvent perturbé par des événements. Prenons l'exemple du rapport de la CNRI. Nous avons tous entendu Macky Sall dire, nous avons reçu le rapport, nous verrons ce que nous en prendrons, ce que nous... Et avec l'évolution, il a pris 2 ans presque pour pouvoir se décider. Il a décidé aujourd'hui d'aller au référendum. Mais avec quel point? Tous les points cités,
l'essentiel est contenu dans l'actuelle Constitution. Si vous prenez l'acte 3, par exemple, vous verrez la participation des citoyens aux politiques publiques. Si vous prenez la Constitution, l'institutionnalisation de la décentralisation est dans l'actuelle Constitution. Ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il puisse lui-même peut-être un peu annoncer les réformes majeures pour plus ou moins redresser un peu son échec par rapport à l'acte 3, pour peut-être en fait faire avancer les gens. Mais vouloir institutionnaliser, mais ça existe déjà dans l'actuelle Constitution. Deuxièmement, par rapport à l'emploi des jeunes, là où on a été déçu, c'est qu'il nous avait promis 500 000 emplois, mais depuis bientôt 4 ans d'exercice, Macky Sall ne peut pas vous faire le bilan de sa promesse sur les 500 000 emplois. Mais parce qu'il a une mauvaise politique. Aujourd'hui, notre ami disait que le Sénégal ne se limitait pas à Dakar. Certes, nous le connaissons, nous le savons. Ce que nous attendons de lui, c'est que les politiques publiques qu'il applique puissent avoir de la plus-value sur l'emploi des jeunes, sur l'ensemble du territoire. Mais ce que nous avons constaté, c'est que Macky Sall concentre l'essentiel de ses efforts sur Dakar. C'est vrai, sur l'intérieur du pays, il a tardivement compris plus ou moins le retard criard des collectivités de l'intérieur pour lancer un peu le PUDC, qui a été lancé il n'y a même pas 6 mois. On l'a constaté. Et aujourd'hui, il s'empresse de faire un bilan sur des forages sur des projets qui étaient en cours au niveau des ministères. Et c'est ça un peu, nous, notre préoccupation. Parce que Macky Sall fait des doublons. Quand il constate en fait un échec dans un secteur précis, au lieu de faire le bilan, faire le point avec ses ministères, avec ses ministres et ses services, il crée un nouveau programme pour y réorienter les investissements, aller faire un peu du tâtonnement. Or, ces politiques publiques devaient être définies depuis le début de son mandat. C'est comme si, c'est là où ce qu'on lui reproche, de n'avoir pas de vision claire. C'est ce qu'il veut faire. Où est-ce qu'il veut amener le Sénégal? C'est comme s'il est rattrapé par des programmes et il réajuste, il essaie de en fait combler un trou et tout cela. Et ça, pour nous, c'est du taf yengel. Et c'est ça, en fait, ce qu'on constate. Nous, ce que nous suggérons sur l'emploi, les 500 000, c'est clair, donc ils ne pourront pas l'atteindre. Nous avons estimé, le président Idrissa Seck a dit, par rapport à cela, revoyons de politique. Aujourd'hui, il a estimé que nous pouvions régler le problème de l'emploi et de même du développement territorial en essayant de réajuster un peu nos investissements publics. Il dit, s'il prend le pouvoir, il donne à chaque commune du Sénégal 1 milliard d'investissements par an. Avec 1 milliard d'investissements, on est sûr de pouvoir créer de l'emploi, retenir les Sénégalais dans leur territoire, mais également soutenir le développement local. Avec l'emploi, même l'autosuffisance alimentaire peut être atteinte par cette politique-là. Donc c'est ce que nous proposons, donc comme alternative à l'échec de Macky Sall dans le domaine du développement territorial. Dans le domaine de l'agriculture, aujourd'hui, Macky Sall le reconnaît, c'est grâce à une bonne pluviométrie qu'on a eue, il l'a reconnu. Ce n'est donc ni une politique publique dans le domaine de l'agriculture initiée par son gouvernement que cette performance a été obtenue. Parce que nous tous, nous avions suivi, donc avant l'hivernage et même pendant, les paysans, donc plus ou moins regrettaient la mauvaise qualité des graines, mais également le manque d'intrants. Ça, nous l'avons tous suivi avec les... Mais aussi sur un autre plan. Par exemple, sur le plan des libertés publiques. Macky Sall a une double casquette de chef d'État et de président de l'APR en fonction de sa position. Non, mais attendez. Mais c'est ça qui n'est pas honorable pour un chef d'État. Soit Macky Sall accepte d'être un grand chef d'État, c'est-à-dire qu'il prend de la hauteur, qui aujourd'hui se considère comme chef d'État président de tous les Sénégalais, qui prend de la hauteur et qui laisse le débat politique entre acteurs politiques, nous autres politiciens, et que son parti puisse avoir donc la capacité de faire face à l'opposition, au lieu que lui-même, en fonction de sa position de faiblesse, il prend soit la posture de chef d'État ou bien la posture de président de parti. Et c'est ce qui amène aujourd'hui une confiscation des libertés publiques liées à sa position. Parce que s'il embastille l'essentiel des leaders de l'opposition aujourd'hui, du PDS, c'est en usant de sa position de président de la République que de chef de parti. Et c'est au niveau en tant que chef de parti qu'il est attaqué. Quand l'affaire, comment ça s'appelle, Lamine Diack a éclaté, Lamine Diack ne l'a pas cité en tant que Macky Sall, le président de la République, mais selon Le Monde, Macky Sall, on l'a cité parmi les leaders
de l'opposition d'alors qui avait bénéficié des largesses de Lamine Diack. C'est ce qu'on nous dit. Ce que le monde nous rapporte. Comment quelqu'un, un leader de l'opposition qui fait un commentaire sur une information devenue mondiale peut être embastillé sur la base d'une réaction politique sur un chef de parti. Parce qu'à l'époque, il n'était pas encore président. Donc, c'est cette confusion-là, malheureusement, donc, qui nous gêne et sur laquelle il abuse cette position aujourd'hui, cette confusion-là. L'autre aspect, notre ami dit, malheureusement, le PSE est l'instrument de l'emploi. C'est ce que nous avons remarqué sur le PSE. L'essentiel des projets du PSE sont concentrés à Dakar. Moi, en revenant là, en venant de Thiès, souvent je rencontre des jeunes en charrette qui remontent sur Dakar parce que c'est la fin de l'hivernage, parce que c'est à Dakar où l'essentiel des investissements sont concentrés. Or, on aurait pu, avec les politiques publiques développées par le gouvernement, retenir les jeunes, créer de l'emploi, stimuler l'emploi pour que les jeunes restent sur place. Mais malheureusement, c'est un échec à l'intérieur du pays, ce qui justifie encore une fois Dakar encore. Et aller dans la banlieue, mais ça, quand il dit également que faisons le bilan de Wade, on va le faire le bilan de Wade. Mais sur le plan des infrastructures, Macky Sall lui-même reconnaît qu'il ne peut pas se comparer à Wade sur ce plan-là. Oui, nous allons organiser un débat spécial véritablement pour comparer le bilan des Wade, comme le dit le ministre, et le bilan du président Macky Sall. Alors, mais pour terminer cette question-là, alors, monsieur le ministre, vous avez été interpellé, le maître Diallo l'a dit tout à l'heure, vous êtes un gouvernement de rupture, comme l'avait promis aux Sénégalais. Est-ce qu'il n'était pas temps donc de profiter de cette réforme des institutions pour que le président de la République prenne la hauteur et devienne carrément, quitte la casquette de chef de parti, devienne le président de la République avec comme couleur de sa veste vert, jaune, rouge, pour ne pas donc qu'on en arrive à ces emprisonnements quotidiens. Voilà. Donc voilà, comme le disait Idriss Seck, il a deux vestes, une veste beige quand ça l'arrange, et quand ça l'arrange, il porte donc vert, jaune, rouge. Alors pour ne pas arriver à ces emprisonnements-là, cette confusion des rôles, est-ce qu'il n'est pas temps que Macky Sall, le président Macky Sall, se départisse de, en tout cas, sa casquette de président de la PR? Alors je souhaiterais quand même, puisque j'ai 3 contradicteurs quand même, que je puisse avoir un temps de parole suffisant pour équilibrer le débat. Sinon, vraiment, ça devient totalement déséquilibré. Si vous êtes contradicteur... Oui, c'est un défenseur de droit. Il est contradicteur, et je dirais pourquoi il est contradicteur. Parce que depuis tout à l'heure, il ne fait que critiquer. Alors, d'abord, tout à l'heure, mon petit frère Diatara parlait de la politique de décentralisation. Je vais dire juste un mot, puisqu'il a cité son leader Idriss Seck. Quand il dit tout à l'heure que la proposition de Idriss Seck pour créer des emplois, c'est de donner 1 milliard à chaque collectivité, nous sommes à peu près 600 et quelques collectivités, ça fait 600 milliards. Heureusement qu'Idriss Seck ne sera jamais président de la République du Sénégal. C'est la preuve patente de leur incapacité. Et d'ailleurs, la preuve, c'est sur Thiès, pour ne citer que cet exemple. J'ai entendu le président Idriss Seck dire que voilà, se plaindre de ne rien pouvoir faire, et Diatara l'a rappelé tout à l'heure, parce que simplement les fonds de dotation de l'État sont insuffisants. Mais alors pourquoi a-t-il été élu? Si ce n'est que pour gérer les fonds de dotation et les fonds attribués par l'État, on n'avait pas besoin de l'élire. On pouvait faire là-bas un fonctionnaire. C'est parce qu'ils sont carents, qu'ils n'ont pas de vision, qui ne savent pas produire des projets et des programmes, qui n'ont pas de vision, qui ne peuvent pas s'en sortir. Et c'est pour cela que Thiès ne s'en sortira pas avec Idriss Seck. Et Diatara l'a confirmé. Et heureusement qu'Idriss Seck ne sera jamais président de la République du Sénégal. Mais vous prenez la place pour les... Je vous ai écouté religieusement, respectueusement. Oui, allez-y, monsieur le ministre. Pour la création de richesses, les infrastructures ne sont pas concentrées sur Dakar. C'est la preuve qu'ils sont entre Dakar et Thiès. Ils ne suivent que donc l'autoroute à péage. Avec le PUDC, on va faire 3000 km de pistes rurales. Ce n'est pas des routes à l'intérieur de Dakar. Là. Dakar, ce n'est pas le monde rural. 3000 km de routes de pistes rurales. C'est combien d'emplois qui vont être créés? Je rappelais que de 2000 à 2011,
les Wade n'ont fait que 232 km de route par an. De 2000 à 2011. Macky Sall, en 2015, est à 322 km de route par an. 4 ans. 4 ans. Eux, ils en ont fait 12. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas les chiffres. En 2016, 841 milliards vont être mobilisés pour des infrastructures routières, de ponts, etc. Ce n'est pas des avancées. Ce n'est pas la transformation structurelle de notre économie par l'investissement. 2 universités vont être construites d'une valeur chacune de 65 milliards. Les premières pierres ont été posées sur ressources propres. Jamais dans le Sénégal on l'a fait. 130 milliards vont être mobilisés pour ça. Et vous dites que ce n'est pas des avancées? Vous dites que ce n'est pas des avancées? C'est ça la vérité des chiffres. Un train électrique, le premier en Afrique subsaharienne, le premier en Afrique subsaharienne, qui va transporter 115 000 personnes par jour. Les appels d'offres sont lancés. Et nous sommes en train de travailler à faire en sorte que les entreprises sénégalaises concourent à la réalisation de ce projet important. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, 6 entreprises sénégalaises sont préqualifiées. Vous dites que ça ne fait pas bouger l'économie. Dans quel pays on est alors? Mais que répondez-vous? Laissez-moi terminer. Laissez-moi l'État au Madame, patriotisme je vous économique dis tout à l'heure, dans le pour équilibrer PSE. le débat, je reviendrai à votre question, mais pour équilibrer le débat, eux, ils critiquent. Mais laissez-moi quand même parler aux Sénégalais. Ces chiffres gênent. Parce que la réalité, c'est palpable. On ne peut pas le nier. Sur la question des libertés, et c'est ça, c'est là que je vous interpelle. Amnesty International et la société civile. Le PDS, échappé au bilan de son exercice, de son passage désastreux à la tête du pays, pour éviter de répondre à la reddition des comptes, a choisi la voie de l'injure, des insanités et des attaques sur l'institution du président de la République. On ne vous a jamais entendu en parler. Le président de la République dans ce pays, on devrait laisser des gens, au nom de la liberté d'expression, au nom de la démocratie, insulter l'institution du président de la République. Au nom de quoi? Dans quel pays on est? Quelle éducation on donne à nos enfants? Oumar Sarr a été arrêté parce que d'abord, il a proféré des injures graves sur la personne du président de l'institution, pas du président du parti. Lui, il a dit qu'il s'adressait au Il s'adressait à l'institution, puisqu'il parlait de la personne élue. Il a fait du faux en produisant, soi-disant, un procès-verbal de réunion d'un comité directeur qui ne s'est jamais réuni. C'est du faux. De grâce, nous voulons tous une démocratie apaisée. Nous voulons tous, on ne peut pas nier au Sénégal d'être un pays de liberté d'expression. Mais faudrait-il accepter que ces gens-là, pour noyer leur passage désastreux, qui font le choix stratégique de l'injure, puissent agresser constamment l'institution du président de la République. Et après on dit quoi? Il faut les laisser faire. Alors de quoi? Demandez-leur d'abord d'avoir un discours courtois, responsable. Nous avons tous été des opposants, très durs. Nous n'avons jamais insulté Abdoulaye Wade. Jamais. Quand des gens se rendent coupables d'attentats en brûlant des bus, vous dites qu'il faut les laisser faire au nom de la liberté d'expression et de la démocratie? Au nom de quoi?
Au nom de quoi? Non, il faut savoir raison garder. Maintenant, le président de la République a toujours été clair. Avant son élection, il a dit « Je ne renoncerai pas à mon statut de chef de parti. » C'est son choix. Et les Sénégalais l'ont suivi dans ce choix. 65% de Sénégalais l'ont porté à la magistrature suprême. Les préoccupations du PDS et de l'opposition ne sont pas les préoccupations des Sénégalais. Ce ne sont pas les préoccupations des Sénégalais. Les contradictions internes du PDS qui se transplantent à l'Assemblée nationale, ce sont là des préoccupations des Sénégalais. Parce que simplement, ils ont choisi le bruit pour essayer de masquer les réalisations du président. On ne les suivra pas là-dessus. Et c'est pour ça que le président de la République, dans son discours, s'adresse aux Sénégalais, pas aux politiciens du PDS. Oui, et pour les réalisations du PSE, le patronat sénégalais convie l'État à un patriotisme économique dans la mise en œuvre. Le patriotisme économique ne se décrète pas. Vous avez vu que le président est en dialogue avec le patronat. Dans toutes ses réunions, dans ses voyages, il y a toujours le patronat avec lui. Il y a toujours des concertations sur l'investissement et sur le rôle du patronat. Mais il faut que le patronat se mette à niveau. Parce que sur ce que nous voulons faire, dans une économie de marché, dans une économie concurrentielle, il est important aujourd'hui qu'on se mette aux normes. Maintenant, je vous l'ai rappelé tout à l'heure sur le TR, le train express régional. L'État travaille à coacher le patronat sénégalais pour qu'il puisse non pas être sous-traitant, mais co-réalisateur de cet important projet. Il ne faut pas oublier aussi que sur beaucoup de financements, c'est des financements Exim Bank. Et sur ces financements-là, quand il y a des financements Exim Bank ou Exim Bank Chine ou Exim Bank US, États-Unis, mais le bailleur impose que ce soit une entreprise du pays qui injecte ses ressources. Et ça, on ne peut pas y déroger. Le plus important dans cette affaire, il faudrait que nous travaillions effectivement à faire en sorte que nos entreprises puissent travailler en collaboration avec ces bailleurs et ces investisseurs. Je suis d'accord qu'il faut faire un effort sur ce plan-là, mieux travailler à accompagner notre patronat, nos entreprises locales, mais aussi, il faudrait qu'ils puissent se mettre aux normes. Pour terminer sur cette question. Oui, avant, on va passer au Wolof, terminer. Oui. Et on passe pour terminer sur cette à la question. version Wolof. C'est dire que, tout à l'heure, il a dit que le Sénégal était un pays classé 25e. Il relève juste une incohérence. Je prends juste certains chiffres. Aujourd'hui, le Sénégal, par son PIB, est classé 19e africain sur 44 pays. 4e de la CEDEAO. 2e de l'UMOA. Comment pouvez-vous imaginer qu'un pays qui fait de telles performances puisse faire partie des 25 pays les plus pauvres? Il y a une incohérence sur les chiffres. D'ailleurs, le dernier rapport sur l'indice de développement humain l'étaye parfaitement. Qui est le premier de la CEDEAO est classé derrière le Sénégal. Ça veut dire que les chiffres sont incohérents. Que le Botswana est devant la Côte d'Ivoire. Il faut aussi que nous travaillions à ce que la communauté internationale, sur ce plan-là, puisse donner des chiffres cohérents pour que nous puissions avoir une bonne lecture de nos performances. Merci. Et dire maintenant que il faudrait appeler quand même nos camarades à la raison sur les réformes institutionnelles. Mais quand Ouattara dit qu'il n'y a pas de nouveauté, je me dis, est-ce qu'il a lu la Constitution? Il faut arrêter de parler pour brouiller les Sénégalais. Quand il y a des choses mauvaises, il faut critiquer, c'est normal. Mais quand il y a des avancées, il faut les accepter. Mais
La participation des candidats indépendants à toutes les élections, à tous les types d'élections, n'existe pas dans notre système. Ne serait-ce que les élections locales. Mais donc, il ne faut pas dire des contre-vérités. C'est des avancées notoires. D'accord, Voilà, merci. merci monsieur le ministre. Donc, On en vient à la version wolof waaw. Je voudrais peut-être une petite. oui ñu peut-être après le waaw ñu waxee dinaa tontu ñu jaarale waaw ñu dem ci wolof ñu wax ko ci wolof rek ñu wax ko ci wolof gannaaw jiiti réew mi di président Macky Sall bi mu janook askan wi wax ak ñoom lépp luy mébét ci atum 2016 waaye itam dikkaat ci 2015 liñ ci jot a door ci liggéey ñu dalal ci suñu plateau fii nii ku mel ni ministre Benoît Sambou Yankhoba Diattara ak Doudou Wade ba ci maître Amadou Diallo ngir waxtaanee lépp lu jëm ci boobule discours ma ànd ci waxtaan bi nag ak sama naataango Georges Nesta Diop Georges mu bàyyi la nga ubbi. waaw maa ngi nuyu donc sunu gan yi di commencer rek par le président Doudou Wade